Ses principales voies de dissémination sont les matériels végétaux infectés, comme les tubercules de pommes de terre et les boutures de rosier. Cette bactérie se dissémine également via l'eau d'irrigation et les matériels agricoles. Le CERS est un complexe d'espèces car il est composé de l'espèce Ralstonia solanacearum, lui-même subdivisé en phylotypes 2A et 2B, originaires d'Amérique, le Ralstonia pseudosolanacearum, subdivisé en phylotype 1 originaire d'Asie et du phylotype 3 originaire d'Afrique. L'espèce Ralstonia syzygi est composée du phylotype 4 qui est originaire d'Indonésie, du Japon et de l'Australie. Par définition, un phylotype va regrouper les souches de Ralstonia qui ont une même histoire évolutive, un lien de parenté en fonction de leurs origines géographiques. Le cycle infectieux du CERS débute par une pénétration au niveau de la racine via les ouvertures naturelles et les blessures artificielles. Ensuite, la bactérie va proliférer dans la tige et dans la tige, elle va produire une substance appelée exopolysaccharide. Cette substance va finir par boucher le xylème dans lequel va circuler l'eau. C'est ce qui va entraîner un flétrissement irréversible de la plante et lorsque la plante meurt, la bactérie retourne dans le sol. En 2009, une grave épidémie de flétrissement bactérien a été déclarée dans la principale région productrice de pommes de terre à Madagascar. Et de 2013 à 2017, une étude a alors été menée par Ravel Mwananso. Elle a collecté dans les régions colorées en rouge sur la figure environ 1224 souches de CERS qui appartiennent au phylotype 1, 2 et 3. Les souches du phylotype 2 et 3 ont été génotypées via 2 schémas MLVA et les souches de phylotype 1 n'ont pas été étudiées car il n'y avait pas de schéma MLVA disponible à cette époque. Une question se pose alors, qu'est-ce qu'un schéma MLVA? Eh bien, MLVA, c'est une méthode de génotypage, c'est-à-dire une méthode utilisée pour différencier les souches bactériennes appartenant à une espèce donnée en analysant les VNTR qui sont des fragments d'ADN formés de séquences répétées en tandem. Cette méthode se base sur une amplification de ces séquences répétées en tandem par PCR. Ensuite, il y a détermination de la taille de ces séquences répétées en tandem et évaluation du nombre de répétitions. Par exemple, ici, on a 2 souches, grand A et grand B. Au niveau de 4 locus, un locus se définit par la localisation précise d'un gène au niveau du génome. Au niveau du locus 1, on a 5 répétitions du VNTR pour la souche A et 3 répétitions du VNTR pour la souche B. Au niveau du deuxième locus, on a 3 répétitions du VNTR pour la souche A et 4 répétitions du VNTR pour la souche B. Et ainsi de suite. Donc, on peut voir ici un code qui est formé par le nombre de répétitions de ces VNTR et on voit donc que la souche A est différente de la souche B. Donc, c'est 2 souches différentes. Un schéma MLVA nommé RS1 MLVA 14, 14 parce qu'il y a 14 VNTR, a été créé pour génotyper les souches de phylotype 1 afin de répondre aux questions de recherche suivantes. Première question, quel est le niveau de diversité génétique des souches de phylotype 1 isolées à Madagascar? Deuxième question,
Quel est le profil épidémiologique des souches de phylotype 1? Et troisième question, quels sont les liens génétiques possibles entre les souches malgaches et les souches collectées dans différents pays du monde? Pour répondre à cette question, nous avons utilisé différentes souches bactériennes. Comment on fait pour avoir une souche? Eh bien, à partir de la plante flétrie, on va collecter un fragment de tige et on va isoler la bactérie sur un milieu de culture. On voit ici une colonie et à partir d'une colonie, on a une souche. Au total, dans cette étude, on a utilisé 293 souches de Ralstonia, dont 157 sont originaires de Madagascar et 145 sont originaires de différents pays du monde. Ces souches malgaches ont été collectées dans 3 régions différentes, un situé en basse altitude dans la région Atsinanan et 2 situés en haute altitude dans les régions Analamang et Itas. Ces souches ont été isolées de différentes plantes hautes qui sont les tomates, pommes de terre, piments, aubergines, aubergines africaines et bread morel. Ces différentes souches bactériennes vont être différenciées via ce qu'on appelle le génotypage. Le génotypage se fait en différentes étapes. À partir de la souche bactérienne, on va prendre une petite quantité de souches bactériennes et on va le mettre dans de l'eau pour avoir une suspension bactérienne. Ensuite, on va le mettre dans cette machine pour amplifier le fragment d'ADN qui contient la séquence répétée en tandem. Ensuite, le produit PCR va être passé dans une machine appelée séquenceur. Comme fichier de sortie, on va avoir ici en bas différents pics. Chaque pic correspond à la taille d'un VNTR. Et à partir de la taille du VNTR, on va calculer le nombre de répétitions du VNTR. Je rappelle, le VNTR, c'est un fragment d'ADN qui est composé de séquences répétées en tandem. Parce qu'on a 14 VNTR au total, donc on a le nombre de répétitions au niveau de ces 14 VNTR, ce qui nous permet d'avoir le profil génétique de chaque souche. Par exemple, donc ici, au niveau du MT1, on a cette code-là, cette succession de chiffres qui correspondent au nombre de répétitions au niveau des 14 VNTR. Toutes les souches qui vont être différenciées par génotypage et qui partagent ce même code vont être nommées MT1. Toutes les souches qui vont être génotypées et qui vont avoir ce même code ici en bas vont être nommées MT2 ou haplotype 2. Au total, on a identifié 31 MT ou 31 haplotypes, dont 2 prévalents, les MT4 et les MT7. Ensuite, on a calculé la diversité génétique au niveau des souches bactériennes collectées dans les 3 régions à Madagascar et on trouve une grande diversité génétique dans la région Atsinanan par rapport à la diversité génétique des souches qui ont été collectées dans les régions Analamang et Itas situées en haute altitude. Sur cette figure, vous voyez des rangs. Chaque rang correspond à un haplotype ou à un MT. La taille du rang est proportionnelle au nombre de souches qui partagent le même haplotype ou le même MT. Les traits gras veut dire que entre 2 haplotypes, ils diffèrent au niveau d'un seul VNTR. Ici, on a un grand A qui est composé d'haplotypes qui diffèrent au niveau d'un seul VNTR, donc qui sont des haplotypes très proches.
on appelle un complexe clonal. Donc, au total, on a 4 complexes clonales, dont un complexe clonal malgache majeur, donc le MCC1, qui regroupe des haplotypes trouvés à la fois en basse et en haute altitude. Ensuite, on a voulu voir s'il y a des liens entre les haplotypes malgaches et les haplotypes internationaux. Et on observe qu'il y a des haplotypes provenant des différentes îles du sud-ouest de l'océan Indien, comme La Réunion, Rodrigue et Mayotte. Donc, ces haplotypes forment un complexe clonal avec des haplotypes malgaches, c'est-à-dire qu'il y a des liens génétiques proches entre des haplotypes malgaches et des haplotypes identifiés dans la région du sud-ouest de l'océan Indien. Et le fait marquant, c'est ce grand complexe clonal malgache MCC1 qui, lui, est spécifique de Madagascar car on ne le retrouve pas dans les autres îles du sud-ouest de l'océan Indien. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi une telle diversité génétique contrastée entre les souches malgaches? Eh bien, notre hypothèse, c'est que la diversité génétique élevée dans la région Katinan pourrait s'expliquer par la présence d'un grand port maritime international dans cette région, le port de Tuamas, qui est le principal port de Madagascar. Et cela favorise des échanges importants de matériel végétal avec d'autres régions du sud-ouest de l'océan Indien. On observe également une diversité génétique plus faible dans les hautes terres centrales malgaches. Cela pourrait s'expliquer par l'indisponibilité des semences certifiées. Donc, les paysans s'échangent leurs semences entre eux et du coup, eh bien, un seul haplotype, un seul souche bactérienne va se propager dans différents bassins de production. Pour conclure, on a une diversité génétique contrastée entre les souches malgaches de phylotype 1, avec un grand complexe clonal malgache qui est spécifique de Madagascar. Il y a absence de lien génétique avec des souches internationales. Et il faut savoir que 3 régions n'est pas représentatif de Madagascar, vu que c'est un grand pays. Du coup, on va poursuivre nos efforts de collecte dans d'autres bassins maraîchers situés dans différentes régions de Madagascar. C'est ainsi que s'achève ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Ça, comment il peut détourner ça? Détourner quoi? Et le fait qui a touché le fait de... Oui, je t'écoute. Bizarre. Ah non, d'accord. Je vais lui mettre un signe alors, d'accord. Je lui mets un laisser entrer, d'accord. D'accord, entendu. J'essaie de faire ça. Non, je t'en prie. Ah ben ça y est, c'est bon. Ok, C'est parfait. bon, Yves. Oui, très bien. C'est bon. Oui, merci, c'est bon. En effet. Donc, les questions maintenant peuvent fleurir. Vous avez terminé là, parce que je vois diapositive 28 sur 34. Oui, il y a des annexes, mais j'ai terminé. Ah, d'accord. Bon. Alors, donc, les questions maintenant peuvent fleurir, c'est le mot que j'ai utilisé, puisque nous sommes dans le domaine des plantes. Et moi, j'ai retenu tout au début de votre intervention que les bactéries en question se développaient sur les boutures de roses en particulier. Est-ce qu'il y a une affection particulière pour ces fleurs-là ou est-ce que parmi les pommes de terre et autres, c'est indifférent? On observe toujours, donc le symptôme, c'est toujours le flétrissement de la plante parce que en fait, la bactérie va proliférer dans la tige
Et dans la tige, il y a un vaisseau qui s'appelle xylème, donc, dans lequel circule l'eau. Et comme elle va proliférer dans le xylème et elle va produire une substance appelée exopolysaccharide, cette substance va finir par boucher la tige et entraîner un flétrissement irréversible de la plante. Du coup, pour toutes les plantes infectées par le CERS, toutes les plantes vont flétrir. C'est le principal symptôme, c'est le flétrissement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'attaque pas plus particulièrement à une plante qu'à une autre. Toutes sont affectées en quelque sorte. Oui, c'est une des grandes spécificités de cette bactérie, c'est que ça attaque un grand nombre de plantes parce qu'il y a par exemple des bactéries qui attaquent par exemple que des pommes de terre ou il y a des champignons qui n'attaquent que des pommes de terre par exemple. Mais cette bactérie attaque un grand nombre de plantes hôtes. D'accord. Et alors, pour continuer là-dessus, justement, si elle attaque un grand nombre de plantes, c'est assez dramatique pour les paysans. Comment luttent-ils contre cette affection-là? Cette bactérie, donc on ne peut pas, il n'y a pas de lutte curative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le tuer par des produits chimiques, par exemple. Donc, il faut des mesures préventives. L'idéal serait que votre champ ne soit pas, que la bactérie ne soit pas présente dans le champ. Mmh. Donc, il faut prendre des mesures comme sur les semences utilisées doivent être des semences certifiées parce que généralement, c'est ce qui provoque une épidémie dans plusieurs bassins de production. C'est parce qu'ils utilisent des semences infectées et qu'ils s'échangent des semences qui sont infectées et du coup, ça amène la bactérie dans le champ. Mais le moyen de lutte qu'on a trouvé le plus efficace jusqu'ici, c'est l'utilisation de plantes de variétés résistantes à Ralstonia. D'accord. Et alors, j'ai remarqué aussi dans l'explication que vous avez donnée que la bactérie, en quelque sorte, est vicieuse parce qu'elle vient du sol, elle entre par les blessures de la plante, elle fait son cycle lié et entraîne le flétrissement, elle redescend dans le sol, c'est bien cela? Oui, elle redescend dans le sol et une fois que le sol il est touché, il reste là. Donc, si, par exemple, si vous avez cultivé de la pomme de terre aujourd'hui, pomme de terre pendant une saison, vos plantes ont flétri, vous cultivez de la tomate parce que les pommes de terre ont flétri, et bien, c'est encore une autre plante haute. Du coup, la bactérie va persister. Donc, il faut cultiver une plante qui soit non hôte de la bactérie, par exemple du riz. Donc, ça va briser le cycle de la bactérie. Il faut plusieurs années après avant de recultiver une plante hôte de la bactérie parce que sinon, la bactérie va persister dans le sol et elle va y rester. Donc, ça veut dire que la durée de vie de la bactérie en question est de plusieurs années. Est-ce que vous avez pu déterminer le nombre d'années? Alors, à ma connaissance, c'est je n'ai pas réellement d'informations pour toutes les phylotypes, mais à ce que je sache, pour les souches bactériennes qui appartiennent à une phylotype qui s'appelle les 2B1, ces types de Ralstonia peuvent rester pendant 4 ans, mais il faut utiliser cette fois-ci une plante non hôte. D'accord, j'ai compris. Enfin bref, la bactérie reste quand même 4 ans dans le sol, quoi. Hein, voilà le problème. D'accord. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de micros qui sont restés coupés. Toutes les personnes qui veulent intervenir, évidemment, vous ouvrez votre micro en bas à gauche de votre écran, si vous ne l'avez pas fait, bien sûr. Ou alors peut-être, Assina, puisque maintenant vous êtes l'animatrice, vous pouvez réouvrir les micros de tout le monde, je pense. Ah, voilà. Il y a une question d'un monsieur, là. Vous la voyez, Assina? Non, je ne vois pas. Vous regardez dans Converser, en bas. Et donc, la question est-il possible de transporter cette bactérie sous la semelle de sa chaussure d'un pays à un autre?
C'est monsieur, alors là, sans doute, je vais mal prononcer, excusez-moi, Toki Rakotu Rivel. J'ai mal prononcé, hein, excusez-moi. Oui, oui, si, euh, si vous avez, si dans la, c'est pour ça, par exemple, que ça se propage par les matériels agricoles, c'est que de la terre est restée sur votre semelle ou sur votre matériel agricole, et du coup, ça arrive vous emmenez la terre dans une autre parcelle, et du coup, la bactérie va vivre dans cette autre parcelle. Ah, oui, oui. C'est comme le Covid, quoi, il n'y a pas de doute. D'accord. Bon, qui d'autre veut poser des questions? Moi, je veux Non. bien poser une autre question. Allez, vas-y Didier, oui, merci. Oui, je voulais savoir si la maladie est en extension sur l'île à partir de la région de Tamatave. C'est une des prochaines étapes de mes analyses, en fait, c'est de voir la bactérie, elle vient de quel pays, est arrivée comment à Madagascar, comment elle se propage à Madagascar. Donc, l'objectif étant de maîtriser l'épidémie. Du coup, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore la réponse à cette question. D'accord. Ah, ouais. Alors, puisque nous sommes sur Tamatave, excuse-moi Didier, je reprends la parole. Ça veut dire en fait que souvent les maladies de cet ordre-là arrivent par les ports ou les aéroports, en quelque sorte. Et que un pays, s'il veut se protéger, ben, en somme, il faudrait qu'il commence par désinfecter, j'allais dire, toutes les plantes et autres qui arrivent. Et le matériel aussi, d'ailleurs. Donc, le CRS, cette bactérie est un organisme de quarantaine. Donc, normalement, il y a des régulations pour limiter son entrée, son échange d'un pays à un autre. D'accord. Bien. Qui d'autre prend la parole pour poser des questions? Et moi, je comprends mieux pourquoi on régule, ne serait-ce qu'ici à La Réunion, on est sont très sévères sur l'importation de graines, de plants de toutes sortes. C'est pour protéger la nature et les sols, notamment de ce genre de peste ou d'invasion, quoi, de microbes. C'est certainement pour ça. Je comprends mieux maintenant. Oui. C'est cela, oui, parce que lorsque, par exemple, on a fait l'analyse de voir est-ce que ces haplotypes vus à Madagascar, est-ce qu'on les retrouve dans d'autres pays? Et par exemple, on retrouve des haplotypes à Madagascar, à La Réunion, à Rodrigue, à Mayotte, à Maurice. Cela nous fait penser que, en fait, on s'échange des matériels végétaux infectés entre îles. Alors, quelles sont vos relations avec les paysans qui cultivent? Parce que j'imagine que vos recherches très poussées là ne leur disent strictement rien. Ont-ils même conscience d'ailleurs que, comme cela, des semences venues d'ailleurs peuvent infecter leur terrain? Comment vous leur expliquez cela simplement? Lorsqu'on fait des descentes sur terrain, en fait, cette étude, c'est vrai que c'est très, il faut, pour le faire comprendre aux paysans, mais lorsqu'on fait des descentes sur terrain et on voit une épidémie, des épidémies dans des parcelles, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on leur propose des moyens, en fait, pour maîtriser la propagation de l'épidémie, pour que ça ne se propage pas dans d'autres parcelles. Et on travaille surtout pour également contribuer à travailler pour l'identification de variétés résistantes à Ralstonia
Et ça reste le moyen de lutte le plus efficace et qu'on aimerait proposer lorsque ce sera développé. Ah, donc, c'est à proposer aux paysans. D'accord. Là, une question est posée, mais la personne qui a posé la question, Monsieur Ratefzi, ce serait bien que vous preniez la parole. Vous y allez en ouvrant votre micro? Donc, il dit ceci: est-ce que la culture sur brûlis pourrait peut-être une mesure de protection contre la bactérie? Autrement dit, nettoyage par le feu. Lorsqu'on nettoie par le feu, donc, à ce que je sache, donc, lorsqu'on nettoie par le feu, lorsqu'on fait une culture sur brûlis, c'est au niveau du surface du sol que c'est chaud. Or, la bactérie vit dans le sol, donc un peu plus en profondeur dans le sol. Mais un des moyens de lutte que j'ai lu aussi, c'est, je veux dire, si on fait une culture sur brûlis, en fait, on brûle la surface du sol, mais pas Oui. l'intérieur du sol. Or, la bactérie vit dans le sol. Donc, nul. Culture sur brûlis n'est pas un désinfectant. C'est pas la solution. Et d'un point de vue environnemental, c'est pas la solution. Ah, non, bien sûr. Bonjour. Allez-y. J'aurais une question par rapport à la transmission par l'eau. Comme vous dites que ça rentre en profondeur dans le sol, et donc est-ce qu'il y a des chances que ça atteigne la nappe phréatique, par exemple, qui du coup contaminerait tous les eaux d'irrigation, les eaux d'arrosage? Est-ce que ça peut atteindre ce niveau-là? Bonne question. Mais j'avoue que j'ai pas la réponse là. Mais avec les eaux d'irrigation, non, j'avoue que j'ai pas la réponse. Est-ce que mais si ça arrive à la nappe phréatique, ça va Mais se propager un peu plus. déjà pour les eaux d'irrigation, les eaux superficielles, ça peut se transmettre. Oui, ça se transmet. Mhm. Par exemple, à Madagascar, donc l'eau d'irrigation passe d'une parcelle à l'autre et la Justement. bactérie aussi voyage d'une parcelle à l'autre via l'eau d'irrigation. D'accord. Alors, je ne sais pas si le parallèle est intéressant, mais j'ai entendu aujourd'hui aux informations ou lu dans un journal que le Covid-19 se trouvait dans les eaux usées des villes, par exemple, mais qu'il n'atteignait pas la mer. Alors, on peut imaginer aussi que ce soit peut-être dans des eaux sales particulières que la bactérie se développe et que quand elle est filtrée par le sol, elle n'atteigne pas la nappe phréatique. Je ne sais pas si mon raccourci est très bon, hein, mais voilà. Vous qui êtes scientifique, dites-moi ce qu'il en est. J'avoue que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore lu d'article, par exemple, qui parle de transmission via la nappe phréatique. De nappe phréatique qui s'atteint et que la bactérie se propage comme cela. D'accord. D'accord, merci. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, vous êtes la bienvenue. Que je voulais savoir, moi, si la bactérie n'a pas de plante, est-ce qu'elle meurt au bout d'un certain temps ou est-ce qu'elle reste vivante dans la terre? La bactérie va rester vivante dans la terre jusqu'à ce qu'il va y avoir une nouvelle plante hôte dans laquelle elle va vivre et puis faire son cycle. Oui. Ah oui. Et si on met pas de plante pendant plusieurs années, est-ce qu'au bout d'un moment, elle va mourir ou est-ce qu'il y a eu des essais de fait par rapport à ça, de laisser un terrain non cultivé pendant plusieurs temps, pendant plusieurs années? Est-ce que ça s'est fait, ça?
vu que, par exemple, donc on laisse un sol en jachère avec aucune plante haute, vous voulez dire? Oui, D'une année, la bactérie arrive à survivre longtemps dans le sol, même sans plante haute, mais comme j'ai dit aussi et comme vu dans la littérature, donc par exemple la culture d'une plante haute pendant une certaine année, pendant une longue période, va permettre de diminuer le nombre de bactéries dans le sol et que oui, peut-être ça va, que si on prend vraiment une grande, une longue période. à la fin, on va pas retrouver la bactérie. Et lorsque vous parlez de plantes hautes ou de plantes basses, vous avez nommé le riz. Moi, à ma connaissance, j'avais l'impression que le riz, ça faisait partie des plantes hautes. Quelle différence il y a avec la tomate, par exemple? Au niveau de la hauteur de la plante, c'est sensiblement identique, non? J'ai pas été très claire. En fait, plante haute, c'est la plante Qui accueille. oui, qui accueille Haute, la bactérie. d'accord. Oui, oui, haute, H-O-T-E. Ok. C'est ça, voilà. Sans avoir, ce n'est pas lié à la taille. Alors, oui, quelle est l'ampleur des dégâts tout de même? Parce que les paysans doivent être désespérés comme ça de voir que leur plantation dépérisse. Oui, lorsqu'on fait des descentes sur terrain, on a trouvé par exemple dans un village où vraiment il y a beaucoup de parcelles, jusqu'à 50% de la parcelle où la plante, elle flétrit. Ah, oui. Des fois, on va dans d'autres villages où cette fois-ci, on n'a que quelques pieds flétris, tout simplement. Donc, c'est assez variable, mais quand la bactérie, elle est bien là, elle est bien présente et quand on a une plante qui l'accueille, ça fait des dégâts pour le paysan, oui. Oui, mais alors justement, quand je parle d'ampleur des dégâts, comment vivent ces paysans-là? Parce que quand même, ils comptent sur leur production pour les vendre et se faire un peu d'argent. Alors que deviennent-ils si leurs plantes meurent ainsi? Eh bien, ils abandonnent par exemple, donc dans une commune, on a vu que dans le village, ils faisaient beaucoup de tomates avant. Et quand d'une année à l'autre, ils voient que les dégâts sont de plus en plus nombreux, eh bien, ils changent de culture. Ah oui, d'accord. Donc voilà, il y a une sorte de savoir qui se génère à partir de là. D'accord. Et Oui. justement, à ce niveau-là, si je veux bien reprendre la parole, c'est est-ce que les autorités informent les agriculteurs du type de plantes qui sont résistantes? Euh, non, pour le cas à Madagascar, non, non, pas encore. Ah ben oui, ça. Et est-ce qu'on a, excusez-moi, j'ai une autre question, est-ce qu'on a des plantes qui sont résistantes et qu'on a vu transformer en plantes qui deviennent hautes? Ah oui, intéressant ça. Plante résistante, plante qui a été, est-ce que vous voulez dire par là, plante qui a été Il y aurait une créée en mutation? laboratoire? Non, non, une plante qu'on connaissait comme résistante à la bactérie. Et puis, au cours des années, la bactérie aurait muté et serait capable d'attaquer ces plantes-là. Est-ce qu'on a ce risque-là? Je pense au riz parce que si on arrivait à une mutation de la bactérie et qui serait capable d'attaquer le riz, ce serait une vraie catastrophe. Oui. Alors là, je pense que je n'ai pas encore lu d'informations sur ça. Mais on peut voir dans la large gamme de plantes hautes de Ralstonia que c'est une bactérie quand même qui s'adapte à beaucoup de Ah oui. plantes hautes.
Donc, peut-être, oui, peut-être il y a peut-être un risque. Merci. Oui, quelqu'un d'autre? Non. Alors, pour plaisanter un peu, est-ce que l'artémisia est également sujette au flétrissement? Dites-nous quelques mots à propos de l'artémisia. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais enfin, quand même, c'est un sujet d'actualité qui fait débat. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu d'article qui parle d'artémisia étant du flétrissement bactérien. Donc, je pense que ce n'est pas encore le cas. D'accord. Et juste un point de vue personnel, vous vous positionnez sur cette question de l'efficacité de l'artémisia pour combattre le virus dont nous sommes victimes ou non? Vous riez. Je préfère garder mon opinion personnelle. Ah, d'accord, vous êtes prudente. Bon, c'est bien. Mais bon, je n'exige pas de réponse. Hein. Très bien. Enfin bref, votre rire en dit long quand même. Hein. Je ne sais pas comment on doit l'interpréter. Seulement, vous n'avez pas l'air d'y ajouter une foi extraordinaire. Si je ne me trompe pas. Bien. Est-ce que nous avons épuisé le lot des questions possibles? Alors, si tout de même, puisque nous parlions du CIRAD, vous travaillez aussi sur cette bactérie à La Réunion. Est-ce qu'elle est assez répandue ou bien c'est anecdotique comparativement à Madagascar? Oui, le Ralstonia est vraiment répandu à La Réunion. Oui. C'est très fréquent à La Réunion. Ah, fréquent? Ah oui. Oui, oui. D'accord. Bon, écoute, je ne sais pas. Oui, je sais pas. Voilà. Personne. Nous avons épuisé le lot des questions parce que… Juste, si je peux me permettre, au niveau de La Réunion, est-ce qu'on localise particulièrement cette bactérie? Vous voulez dire par là, est-ce qu'on le trouve plus dans le nord, dans le sud, dans le… Oui. Non, à ce que je vois donc dans notre donnée, on le trouve éparpillé un peu partout dans les bassins de production, surtout de cultures maraîchères ici à La Réunion. D'accord. Mais la bactérie, elle est bien présente à La Réunion. Et c'est pourquoi il y a, par exemple, au CIRAD, une équipe qui est vraiment spécialisée dans Ralstonia et je suis doctorante dans cette équipe. D'accord. Et est-ce que l'oignon, par exemple, est atteint? Parce que quand je vois les quantités d'oignons ou d'ail qui sont importés, par exemple, de Chine, est-ce que c'est un apport aussi lié à la diffusion de cette bactérie? Je ne crois pas que l'oignon soit une plante hôte. En tout cas, je n'ai pas encore vu l'oignon comme étant une plante hôte. Après, vraiment, il y a des centaines et des centaines de plantes hôtes que c'est… je ne me souviens pas de toutes les plantes hôtes, mais l'oignon, je n'ai pas encore… je ne l'ai pas en mémoire comme une plante qui est hôte de cette bactérie. Ah, ouf. C'est bien. D'accord. Mais à La Réunion, c'est plutôt les plantes de la famille des Solanacées que c'est surtout sur ces plantes-là qu'on collecte, qu'on isole la bactérie. D'accord. Je ne sais pas. Alors, notre grande spécialiste des plantes, la Nicole, puisque tu as pu finalement entrer, tu aurais une question à ce sujet? Mais non, j'ai raté toute la conférence. J'ai pu me connecter quand c'était terminé. Ah, bon, d'accord. Et par le jeu des questions, tout de même, tu es un peu entré dans le jeu, justement. Mais oui, alors ma question, c'était de savoir si la bactérie existait à La Réunion. Et j'ai compris que oui, elle existait à La Réunion. Voilà.
Et donc, pour l'instant, on n'a pas de moyens pour la traiter. Ben non, il faut changer le… Bon. Eh bien, alors si nous avons épuisé toutes les questions, je pense que cet exposé un peu savant, il faut le dire, hein, quand même, là, pour les non-spécialistes de l'agronomie et de l'horticulture, vous nous avez emmenés dans des détails évidemment qui nous échappent pour un grand nombre. Hein. Pour nous qui sommes littéraires, par exemple, bon, voilà, nous vous suivons, mais enfin, merci pour la qualité de votre exposé et surtout pour vos réponses qui satisfont beaucoup de questions, même si elles sont très simples. Merci encore. Et puis, j'espère que votre thèse aboutira à des résultats qui pourront aider justement les agriculteurs sur le terrain. Alors, partant de là, toutes les personnes qui sont présentes, je les invite naturellement la semaine prochaine. Ce sera le mercredi. Et comme Nicole est en ligne avec nous, il s'agira donc du confinement avec l'araignée. Juste 2 mots de présentation, Nicole. Alors, oui, alors je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Voilà. Alors, c'est l'histoire de mon confinement avec une araignée. Et cette araignée m'a fait voir beaucoup de choses. Je l'ai vue se reproduire, je l'ai vue se nourrir, et puis je l'ai vue mourir finalement. Et je vais raconter ça. Très bien. Donc, nous sommes encore dans le domaine scientifique et nous nous réjouissons. Ça nous ouvre l'esprit sur des champs de connaissances qui ne nous appartiennent pas. Merci à vous, à Sina principalement, et merci déjà aussi à Nicole pour la semaine prochaine. Et accompagnez-nous régulièrement. Il y aura encore d'autres découvertes dans un autre domaine un peu plus tard. Et merci d'être les amis de l'université pour aujourd'hui et pour toujours. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.